gouvernement Couillard communique depuis son élection sur les coupures nécessaires à plusieurs niveaux. Compression, on va dire. Dans le secteur de l'agriculture, quelles sont les compressions auxquelles il faut s'attendre? Puis est-ce que vous estimez qu'il y a certaines subventions qui sont exagérées, et si oui, lesquelles? les compressions sont contenues dans le livre des crédits. Je vais être prudent dans mes commentaires parce que les crédits ne sont pas encore adoptés par l'Assemblée nationale du Québec. Les crédits du ministère de l'Agriculture, des pêcheries et de l'alimentation vont être étudiés par les parlementaires le 2 juillet. Je pense qu'on peut atteindre des gains de productivité dans l'appareil administratif, autant au niveau de la financière agricole que des organismes qui dépendent du ministère que du ministère lui-même, dans l'attrition normale qui se fait au niveau des fonctionnaires qui prennent leur retraite après avoir rendu service à la population. Donc, dans les programmes comme tels, j'anticipe pas de coupure draconienne ou... Vous avez lu certainement dans le dernier numéro de La Vie agricole, l'ancien ministre de l'Agriculture, Jean Garon, vous accusez, entre guillemets, d'avoir été financé par les intégrateurs lors d'une course au leadership lointaine. Votre situation par rapport à l'intégration est située où? Vous êtes pour, vous êtes contre? Moi, je suis pour le libre choix de l'agriculteur. Traditionnellement, en intégration, puis je vais le faire avec la production porcine parce que c'était la plus importante où l'intégration fait œuvre. Vous aviez un tiers des producteurs qui étaient sous intégration, vous aviez un tiers des producteurs qui étaient dans le régime coopératif comme tel, vous aviez un tiers des producteurs qui étaient indépendants. Et ça consacrait un équilibre et une liberté de choix. La dernière crise économique qui a duré longtemps dans le port a fait en sorte que ce choix-là ne s'est pas manifesté autant, que des producteurs indépendants, même parmi les plus efficaces, sont tombés au front. Et c'est pourquoi la Commission parlementaire de l'agriculture a été réunie et qu'il y a eu, comment je pourrais dire ça, sans partisanerie politique, une union de toutes les formations politiques pour rappeler la financière agricole à l'ordre. On se retrouve aujourd'hui dans un système où cette proportion un tiers n'est plus là. Le système coopératif, c'est davantage axé vers l'intégration comme telle, les contrats d'intégration. Il faut assurer le libre choix du producteur agricole et c'est ce que les mesures visent. Parce qu'il y en a qui préfèrent être intégrés, il y en a qui préfèrent être coopérateurs et il y en a qui préfèrent être indépendants. C'est de respecter ce choix. Mais le retour à la ferme familiale, est-ce possible? Puis est-ce souhaitable? Le retour à la ferme familiale, dans l'intégration, vous avez beaucoup de fermes familiales. Les intégrateurs n'ont pas nécessairement de grosses unités. Ils font affaire avec des producteurs intégrés qui sont des fermes à dimension familiale comme telle. L'important, et je reviens à ça, c'est que le producteur se retrouve dans une situation où il peut exercer librement son choix. Quand vous commencez en production, moi, si je commençais en production demain matin, je pense que je voudrais être intégré. Apprendre mon métier, avoir les services conseils requis, apprendre comment ça fonctionne à tous les niveaux, puis peut-être qu'après ça, je voudrais devenir indépendant. Ou peut-être que je me dirais, je suis bien. L'important, c'est que le producteur ait le choix. Concernant le monopole syndical, vous avez lu certainement comme tous, il y a des blogueurs qui se sont réveillés dans les médias généralistes, ce qui est assez rare en général, notamment Lise Rivary, par la suite Benoît Giroir, mais Lise Rivary au départ, qui mettait en cause un peu le contexte du monopole syndical, et notamment qui soulignait un point en disant que seul l'UPA détenait la liste officielle des agriculteurs. Est-ce que ça vous paraît normal? J'ai eu une réaction là, très normale. J'ai demandé à ceux et celles qui sont intervenus d'adresser des demandes au ministère. Et la liste sera traitée conformément aux vous savez que des demandes ont été faites. L'Union paysanne en a fait, la Vie agricole en a fait. Pas depuis que je suis arrivé. Okay. On comprend que ça pourrait changer. J'ai tout simplement dit, si je reçois une demande, elle va être traitée correctement. Comme on est un journal libre et indépendant, on reçoit beaucoup d'informations de toutes parts, et notamment beaucoup de gens qui commencent à questionner un peu plus le monopole syndical. Vous vous situez où par rapport à ça? Est-ce que vous voulez plus de pluralisme ou vous êtes très à l'aise avec le monopole syndical actuel? Ben moi, je suis un ancien ministre du Travail également. J'ai eu négocié avec plusieurs centrales syndicales dans le passé, dans une autre vie. Le monopole syndical a des avantages et des inconvénients. Maintenant, quand vous détenez un monopole, ça crée des obligations.
Et votre obligation, c'est de vous assurer que vous représentez, quand vous dites monopole, tout le monde. Il y a présentement sur le terrain des gens qui se sentent pas représentés par l'Union des producteurs agricoles. Et moi, j'ai fait le message à l'Union des producteurs agricoles que le monopole, ça confère des avantages, mais aussi des responsabilités et des obligations. À titre d'exemple, moi, j'ai beaucoup chez nous, dans le comté, des petits producteurs maraîchers. Ils sont obligés de contribuer, mais ils se demandent quel service ils reçoivent. J'en ai d'autres dans d'autres productions qui ne sont pas satisfaits des services. Donc, il y a un rapprochement de clientèle qui doit se faire. Sinon, le mouvement que vous mentionnez va prendre de l'ampleur. Moi, je n'ai pas la solution. Vous avez le monopole de représentation, mais vous avez également toute la gestion des plans conjoints. Tout ce qui est sous gestion de l'offre. Même quand on regarde les autres provinces, vous vous retrouvez dans des situations de monopole. Quand vous avez un plan conjoint, vous ne pouvez pas avoir 2 administrateurs pour les quotas dans la production laitière. Vous ne pouvez pas avoir 2 administrateurs dans volaille, dans dinde. Fait que c'est pas simple de se sortir de ce modèle-là. Et quand on dit que seul le Québec, là, tout ce qui est sous gestion de l'offre est en situation de monopole. Donc vous vous attendez à plus d'ouverture de l'UPA Oui. que... Pour le moment, moi, c'est le défi que j'ai demandé aux gens de l'UPA. Moi, je ne veux pas recevoir à mon bureau de comté des gens qui viennent me dire « Vous êtes responsable de la législation, je suis obligé d'appartenir à un syndicat, puis le syndicat m'envoie une facture, mais je n'ai pas de service. » Ça, j'aime pas ça. Quelqu'un qui se sent représentatif peut présenter une requête à la Régie des marchés agricoles et demander à la Régie de revérifier le niveau d'appartenance. Mais la personne doit comprendre que si c'est revérifié, ça peut créer un problème au niveau de ta gestion des plans conjoints. Et là, je ne pense pas qu'au Québec, au moment où on se parle, on a à peu près 40% de la production agricole qui est sous gestion de l'offre, qu'on soit en train de remettre la gestion de l'offre en question. Beaucoup de fromagers sont inquiets. Allez-vous demander, vous, des aides au fédéral? Vous allez soutenir cette demande? Ben, moi, j'ai pris le dossier dans l'état où il m'a été remis. Là, ce que l'on sait, c'est que l'entente de principe avec le Canada et l'Europe est signée. Ce que l'on sait également, c'est que le gouvernement Harper n'aurait pas signé sans le consentement du gouvernement marois. Donc, ce consentement-là a été donné. Je suis plus capable de remettre la pâte à dents dans le tube, je n'ai pas la recette. Donc, à partir de ce qui a été signé, de quelle façon on peut protéger au maximum nos producteurs laitiers. Appliquer tel quel, sans mesure de compensation ou de réciprocité, c'est la perte de 300 fermes laitières familiales au Québec. C'est beaucoup. Imaginez-vous ça dans un rang, promenez-vous, puis vous les voyez s'éliminer une après l'autre. J'ai été surpris d'apprendre que le gouvernement n'avait pas négocié de mesures de réciprocité. Simplement des mesures de compensation. Fait que, comment on s'assure que ces mesures de compensation-là sont établies de façon équitable, correcte? Qui les établit et à quel niveau? Après ça, vous avez toute la question des importations de fromage. Parce qu'on ne connaît pas encore les détenteurs des quotas, en fait. Les quotas d'importation vont être attribués. Ça, c'est la troisième question. La deuxième question, c'est la durée de vie comme telle du système. Est-ce qu'il s'implante sur 5 ans, sur 7 ans, sur 10 ans, sur 12 ans? Et ça diminue ton impact plus la mise en application est de longue durée. Troisième élément, tes permis d'importation comme tels vont être attribués à qui? Moi, ce que je plaide là-dedans auprès des autorités fédérales, c'est que ceux qui subissent le plus important préjudice, et on parle ici généralement de nos petits producteurs de fromage fin, devraient être ceux qui sont compensés par la détention ou l'obtention de permis d'importation. Mais là, j'ai encore un problème additionnel de structure, parce que mon producteur de fromage artisan, c'est un artisan passionné. Mais ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui aime les formulaires gouvernementaux et toute la paperasse qui va avec des permis d'importation. De quelle façon je peux les regrouper sous forme d'association, sous forme de coopérative, de faire en sorte qu'ils détiennent ces permis d'importation-là collectivement. Vous, votre position par rapport à l'accaparement, il n'existe pas, il est fait par qui? Il existe de façon dépendant des régions. Mais si on prend la globalité, il existe de façon minoritaire. Ce n'est pas la majorité des terres au Québec qui sont victimes d'acquisition. Je pense que plus de 80% de nos terres sont propriétés d'individus québécois, etc. C'est un problème à la marge.
Le ministre Gendron a fait adopter l'automne passé une nouvelle législation par l'Assemblée nationale du Québec. Je suis en train, au moment où on se parle, de soumettre la réglementation qui découle de la législation pour approbation au Conseil des ministres, prépublication dans la Gazette officielle, etc. C'est un pas de l'avant dans la bonne direction. Maintenant, on a annoncé en campagne électorale également un programme pour soutenir la relève agricole. Et ça va, c'est en lien direct avec l'accaparement des terres. Il y a plus de 50% de nos agriculteurs qui ont 50 ans et plus. Donc, il y a un mouvement là, qui va se dessiner au cours des prochaines années de transfert. Ce que l'on a proposé en campagne électorale, c'est de faire en sorte que, du niveau du vendeur, celui qui vend, son premier million de gain de capital soit exclu de taxation. En ce qui concerne l'acheteur, si vous êtes un fils, une fille, petit-fils, petite-fille, ou un employé qui a plus d'1 an d'ancienneté sur la ferme, vous pouvez mettre de côté 15 000 $ par année sous forme de CELI, non taxable, etc. Ça fait un petit pécule que vous pouvez accumuler pour vous porter acquéreur de la terre. Et ça peut aider à garder nos terres dans les mains des familles terriennes. Vous voyez ça comment, vous, l'arrivée des Jeux équestres mondiaux? C'est une grosse organisation, ça? En termes équestres, c'est plus important que les Jeux olympiques comme tels. Le nombre de disciplines, le nombre de chevaux, les impacts économiques. C'est un dossier qui est majeur pour le Québec, le Canada, puis je dirais même l'Amérique comme telle. On va avoir besoin de l'expertise des Américains qui ont vécu la même chose au Kentucky en 2010. On va être très vigilants pour voir ce que les Français font cette année au niveau de 2014. Simplement, dans la demande d'approbation comme telle, il fallait garantir un nombre de chambres d'hôtels assez imposant. Il fallait répertorier tout ce qui existe entre Sherbrooke et Laval, et ça inclut Montréal comme tel, et Burlington au Vermont et Drummondville. Ça vous donne une idée là, de l'ampleur de l'événement et de ses retombées économiques. On parle d'un investissement important, 75 millions à peu près, mais des retombées économiques minimum de 350 millions. Donc, probablement le plus gros projet à venir au Québec. Oui, dans les 4 prochaines années. Pour les 4 prochaines années, et ça va arriver juste avant les prochaines élections provinciales. Ça va être une belle vitrine que le Québec rayonne à l'international. Merci beaucoup pour cette rencontre, M. Parly. C'est moi qui vous remercie.